Êtes-vous prêts pour la bataille? Car c'est ce que notre héros s'apprête à vivre. Jin Shido se réveille dans une cage en métal, sans mémoire, sans vêtements, entouré uniquement d'esclaves attendant un destin cruel. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que Jin n'est pas un esclave ordinaire. Dès qu'une bandite s'approche pour nourrir les prisonniers, il se lève avec une calme inébranlable et déchire la cage comme si c'était du vieux papier. Les bandits s'apprêtent à découvrir le véritable sens de la terreur, avec un pouvoir divin qui défie l'entendement. Il progresse sur le territoire, éliminant ses adversaires avec un style et une rapidité impitoyables. Mais qu'est-ce qui le rend si spécial? Quel secret cache-t-il? Venez, suivez-nous dans ce voyage où le passé d'un homme s'entrelace avec l'avenir d'une nouvelle civilisation qui crie à la recherche d'un sauveur. Le parcours de Jin ne fait que commencer, et le monde est sur le point de découvrir le véritable pouvoir du dernier humain. Je suis Shin, bienvenue sur la meilleure chaîne de Manama. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo. Et sans plus tarder, passons au sujet. Le gars se réveille dans une cage en métal, comme en prison, sans vêtements et sans savoir où il est. En regardant autour de lui, il voit plusieurs cages pleines d'infortunés qui vont bientôt devenir des esclaves. Mais honnêtement, Jin s'en moque. Quand une bandite arrive pour les nourrir, il se lève tranquillement et détruit la cage comme si c'était du papier. La fille, en voyant qu'il brise le métal facilement, est même effrayée et craint qu'il attaque. Mais au lieu de se jeter sur elle, notre héros agit en bon samaritain et la soigne. Elle raconte qu'elle aide les bandits seulement parce qu'ils ont emprisonné son frère et l'ont forcé à travailler pour eux. Alors Jin, en pensant à sa mère, décide qu'il est temps de mettre un terme à ces vauriens. Il écrase simplement la porte et envoie le premier bandit valdinguer sans se soucier de sa nudité. Jin élimine tout le monde, un par un, laissant une véritable boucherie derrière lui. Les bandits, complètement pris au dépourvu, n'ont même pas une chance, car il est trop rapide et trop fort. Finalement, il arrive au chef, qui est vu comme un photographe épuisé après avoir passé des heures à travailler. Transformer une légende en un scénario ennuyeux ou perdre du temps à extraire des panneaux et traduire, nous savons que créer des résumés incroyables demande beaucoup de temps et d'efforts. Mais que diriez-vous si vous pouviez booster votre production? Nous vous présentons Manu, le Recap Studio, votre outil complet pour maîtriser le monde des résumés. Vous pouvez développer vos gains dans plusieurs langues grâce à la traduction vidéo de notre outil. Avec notre IA, transformez SRT en scénario cinématographique en quelques secondes. Choisissez le niveau d'humour, de sarcasme, de drame ou d'informalité que vous souhaitez. Générez des introductions qui captivent l'attention de votre public dès la première minute. Extrayez automatiquement le panneau de Mawa et éditez vos chapitres de manière efficace. Avec CapCut, la synchronisation est tellement facile. Fini le travail manuel. Économisez jusqu'à 10 fois votre temps en vous concentrant sur votre créativité. Du téléchargement à la narration parfaite, tout à votre image dans plusieurs langues. Ne perdez plus de temps. Essayez dès maintenant Mama Recap Studio et élevez vos résumés à un autre niveau. L'avenir de la création de contenu est ici. Lien dans la bio et ici dans la description. Et écoute ça, je vais te donner un conseil. Commence d'abord seul, gagne de l'argent et achète des outils, puis gagne encore plus et embauche des gens. Sur Internet, c'est pas différent. Le chef ouvre la porte de ce monde, mais n'essaye même pas de se défendre. Le chef, voyant la destruction causée par Jin, implore juste de ne pas se faire tabasser et demande ce qu'il veut, de l'argent et des esclaves. Pour lui, ce n'est pas un problème, mais notre héros est déterminé à mettre fin aux bandits. Le chef ne comprend pas comment un gars ne peut pas être aussi puissant et pourquoi il n'arrive pas à utiliser ses pouvoirs spirituels. Il regarde Jin en réalisant qu'il est dans de sales draps. Un vrai salaud, il se dirige vers la cage avec le monstre, pensant que cela va lui sauver la mise. Mais quand le monstre se précipite, Jin bloque l'attaque. Le chef bandit est sous le choc. Il n'a jamais vu quelqu'un bloquer un coup d'un monstre à main nue. Ce qui se passe, c'est que Jin a un corps surhumain, et en plus, il libère bientôt son pouvoir divin, et finit avec le monstre d'un rayon d'énergie. Après avoir vaincu la créature, il se tourne vers le chef, prêt à lui donner une leçon pour ce qu'il a fait. Maintenant, comment Jin est-il devenu si fort? Et d'où vient ce pouvoir? Tout a commencé il y a 100 millions d'années, lorsqu'une catastrophe colossale s'est abattue sur la Terre, exterminant la population humaine. Un virus mystérieux est apparu, mutant des animaux en monstres horribles, appelés corruption. Rapidement, l'humanité a perdu 99% de sa population à cause de ce chaos. Les quelques survivants ont lutté du mieux qu'ils pouvaient. Mais la guerre conventionnelle n'a pas eu d'effet contre ces bêtes. Désespérés, ils ont commencé à expérimenter sur leur propre espèce. Des tests, Jin Shido a été le seul à réussir à rassembler de vraies compétences. En parallèle, des scientifiques ont développé un contre-virus composé de nanomachines pour restaurer la planète. Grâce à ces nouvelles capacités, Jin est devenu le sauveur de l'humanité, essayant de protéger les derniers survivants. Cependant, tout était en vain.
Ils étaient arrivés trop tard, et même les derniers survivants sont décédés. N'ayant personne à protéger, l'existence de Jin est devenue sans but, ou du moins c'est ce que Kagura, son ami scientifique, a pensé. Mais la vision de Jin était différente. Il y avait encore une raison de continuer. Même s'il ne pouvait pas sauver les gens du présent, il restait confiant que ses pouvoirs aideraient les générations futures. Avec les nanomachines travaillant pour purger l'influence des corruptions, il espérait que la Terre serait restaurée et était prêt à attendre. Alors Kagura l'a placé dans une capsule de hibernation pour garantir sa survie pendant des siècles. Pendant que Jin dormait, les monstres continuaient de causer destruction. Mais à mesure que les décennies devenaient des siècles et que les siècles devenaient des millénaires, l'environnement global a commencé à se transformer. Avec les créatures mutantes commençant à décliner, elles ont ouvert la voie à de nouvelles espèces. Ce cycle d'évolution a duré 100 millions d'années, conduisant à un trio d'humains évolués essayant de survivre à une créature terrifiante. En fuyant, ils ont trouvé une ancienne ruine et s'y sont cachés. La bête implacable a brisé l'installation derrière eux, avec le trio acculé et sans option. Il semblait sur le point de devenir le plat principal. Dans un dernier cri de désespoir, la fille du groupe demande de l'aide, s'écriant au dieu gardien du village. Et ces paroles furent entendues, réveillant notre héros qui était dans la capsule depuis 100 millions d'années. Il libéra un faisceau d'énergie, touchant le monstre de plein fouet. Le trio n'avait aucune idée de ce qui se passait, et était encore plus perdu quand un gars apparut de nulle part. La première chose que ce brave gars fit fut de chercher ses vêtements, qui étaient rangés dans une boîte indestructible que son ami Kagura avait fabriquée. Après avoir activé les anciens systèmes du laboratoire, il découvrit qu'il avait en fait avancé de 100 millions d'années dans le futur. Maintenant, le passage du temps avait défiguré une grande partie des données. Les machines, miraculeusement, fonctionnaient encore. Il semble que le virus des nanomachines que Kagura avait créé avait fait exactement ce qu'il devait faire. Éliminer les corruptions et maintenir l'installation. Il trouva également un cube de communication laissé par son vieil ami, bien que son contenu reste un mystère pour l'instant. Dès qu'il se tourna vers les humains autour de lui, notre impression du jeune ne réalisa pas qu'il était totalement nu, le vent jouant à sa guise. Remarquant que plusieurs enfants étaient là, le regard fixé sur son corps exposé, il s'habilla rapidement, allumant le look qu'il affichait des millions d'années auparavant. Peu après, il sortit de l'installation aux côtés du trio, mais fut surpris par la clarté du soleil qui brillait radieusement à l'horizon. Le paysage était une explosion de couleurs vibrantes, une vision glorieuse qui contrastait fortement avec la destruction apocalyptique dont il se souvenait. Les enfants, pleins d'énergie, commencèrent rapidement à regagner leur établissement, insistant pour que leur dieu gardien les suive. De son côté, le garçon était plus concentré, essayant de comprendre quel genre de bizarre il avait devant lui. Après tout, l'humanité, selon sa logique, devait être un combustible fossile. Maintenant, ces humanoïdes, avec leurs traits animaux bien différents, semblaient être le résultat de millions d'années d'évolution, mêlés à la touche constante des nanomachines. Et le plus étrange, c'est qu'ils parlaient exactement la même langue que les humains de cette époque, ce qui laissait clairement entendre qu'ils étaient des ramifications de la même racine. Il se présenta sous le nom de Jin Shido, demandant qu'on l'appelle simplement par son prénom. La fille aux oreilles de chèvre se présenta comme Akama Dampo. Le gars qui ressemblait à un koala était le suivant, et la petite chatte à côté était Xindé. La chambre, décidée à garder le reste des présentations pour plus tard, tira Jin et expliqua que son village était juste au coin. Elle était extrêmement excitée à l'idée de ramener son nouveau dieu protecteur chez elle, car il devait affronter les envahisseurs qui attaquaient l'endroit. Malheureusement, à leur arrivée, le paysage était d'une désolation totale. Le village avait été pillé et dévasté, avec plusieurs zones en flammes. Xindé, en voyant ce scénario catastrophe, désespéra, courant à la recherche de sa mère sans réfléchir deux fois. Tandis qu'ils observaient la destruction, Jin prit un instant pour réfléchir à la situation calamiteuse dans laquelle il se trouvait. Il remarqua immédiatement à quel point les défenses de la ville étaient fragiles. Les murs et les maisons, faites de bois simple, criaient à l'aide. Ce détail soulignait clairement que cette nouvelle civilisation était bien en deçà de l'évolution technologique que l'humanité avait déjà atteinte. Se remémorant qu'il avait déjà progressé davantage, il aperçut une femme se battant bravement contre une créature grotesque. D'un seul coup d'œil, il devint évident que sa défense était presque inexistante. Il n'en fallut pas longtemps pour qu'il identifie le monstre comme étant le même corrupteur qui, il y a des millions d'années, terrorisait la Terre. Et ce n'était pas tout. La petite Akama semblait maîtriser une sorte de magie qui la faisait briller. Mais son intervention se révéla superflue, car Jin était rapide comme l'éclair et d'un seul coup dévastateur, abattit le monstre. Avec agilité, il prit la femme âgée, blessée, dans ses bras et l'éloigna du danger, garantissant de l'espace pour que Akama porte le coup final.
Canalisant sa magie, Akama lança une petite boule de feu, causant un impact si grand qu'elle vainquit officiellement la créature. En observant le corps du monstre tomber, Jin confirma ses théories. Les nanomachines de l'environnement avaient effectivement volé les capacités curatives des bêtes. Cependant, ce qu'il n'arrivait pas à comprendre, c'était comment une fille de ce village avait pu utiliser ces mêmes nanomachines. Sa meilleure hypothèse était que ces personnes puisaient des particules de nanomachines dans l'atmosphère et les canalisèrent dans des sorts offensifs, tout comme ils le faisaient. Le gros problème était que l'histoire disait toujours que seuls les humains purs pouvaient manipuler cette technologie. Jim a exprimé sa curiosité à la femme qu'il venait de sauver, se demandant si tous ceux de cette époque possédaient un certain type de magie. Elle n'était pas sûre de ce qu'elle devait comprendre, mais elle expliqua que seul un petit groupe d'individus pouvait réellement utiliser cette capacité. Dans leur culture, on croyait que seuls ceux bénis de pouvoirs divins étaient suffisamment dignes pour utiliser cette magie. Dans son village, il n'y avait pas plus de 4 personnes qui bénéficiaient de ce privilège. L'esprit de Jin, rapide comme une étoile filante, a rassemblé les pièces. Les pouvoirs divins étaient simplement une manière primitive d'expliquer la manipulation des nanomachines. Le lit se précipita vers la vieille femme, qui était sa grand-mère, et lui demanda au sujet des autres alliés, juste pour découvrir qu'ils avaient déjà évacué. Cette réponse apporta du soulagement au trio. Même si la grand-mère s'inquiétait de la raison pour laquelle les enfants étaient revenus au village dangereux alors qu'ils auraient dû fuir. N'oubliez pas, cette créature avec laquelle ils avaient combattu n'était qu'une larve comparée aux monstrueux adultes qui terrifiaient encore l'endroit. Soudain, une voix de raison attira l'attention et retint la grand-mère, lui disant qu'il n'y avait rien à craindre. Et quant à ce géant envahisseur qu'elle avait mentionné, le novice déclara avec confiance qu'il pouvait le vaincre seul. La grand-mère était perplexe de voir ces visages familiers de retour au milieu de ce chaos, s'interrogeant immédiatement sur le sort des autres alliés. Le guerrier aux cheveux bleus confirma que tous les civils étaient arrivés au refuge en toute sécurité. Avec curiosité, l'homme plus âgé qui était avec lui était le père de Akama. Les deux se retrouvèrent dans une scène chargée d'émotions. Bien sûr, il voulait savoir où elle était allée. Le lit, avec sincérité, avoua qu'il était directement allé à la porte scellée, laissant sa grand-mère sous le choc. La vieille femme était furieuse d'apprendre que le lit s'était aventuré dans cette zone maudite selon les légendes qui circulaient ici. Au-delà de cette porte se trouvait le domaine exclusif du dieu gardien du village. Comment la petite Akama pouvait-elle se sentir menacée dans son village et être allée demander de l'aide à la divinité? Elle, avec fierté, souligna que le dieu qu'elle avait cherché était juste à ses côtés. La grand-mère, compréhensiblement incrédule, a catégoriquement refusé d'accepter le jeune comme son protecteur divin. Pire encore, sur la base de son apparence, il présumait que le garçon appartenait à une espèce inférieure, rendant l'idée de lui attribuer un tel titre sacré absolument absurde. La petite Shandy décida d'intervenir, essayant de convaincre son frère aux cheveux bleus que Jin était en fait le véritable sauveur. Mais le frère, tout préjugé, ne se laissa pas prendre et rejeta immédiatement l'idée, regardant de travers les oreilles humaines ordinaires de Jin. Pour lui, dans leur société, ceux qui ne présentaient pas de traits animaux spécifiques étaient traités comme des êtres inférieurs. Il pensait que sa sœur se laissait simplement emporter par une grande et naïve illusion. Quoi qu'il en soit, Shandy était déterminé et souligna que ce type avait facilement vaincu l'envahisseur qui les pourchassait. Le frère arrogant se moqua simplement de l'exploit, affirmant qu'il pourrait aussi abattre un ennemi de ce genre sans aucun effort. À ce moment-là, le guerrier aux cheveux bleus commença à être visiblement irrité par toute cette comédie. Il menaça l'intrus, ordonnant de quitter le village, car il n'aurait pas de place pour quelqu'un de sang inférieur. Mais ignora Jin et continua à se montrer, prenant sans y penser à 2 fois la responsabilité d'éliminer complètement le géant envahisseur tout seul. La grand-mère, réalisant l'imprudence du garçon, était angoissée et décida de changer de sujet, tournant son attention vers Jin. Malgré qu'elle ne comprenne pas encore vraiment qui il était, elle sentit qu'il était nécessaire d'exprimer sa gratitude pour avoir sauvé sa vie. Après les remerciements, elle demanda à Jin de l'aider à emmener les enfants dans un endroit sûr, tandis qu'elle se préoccupait de s'assurer que Sars ne gaspille pas sa vie dans une sottise. Mais, sans surprise, le garçon refusa. Comment pouvait-il douter de sa fierté? Sûrement, il ne resterait pas là à être méprisé par tant de gens. Il était déterminé à montrer qu'il n'était pas qu'un simple spectateur inutile, bien moins un être inférieur. Maintenant, la scène a coupé au lac voisin, où un monstre grotesque se cachait, prêt à causer des dégâts. Sar est finalement arrivé sur les lieux, et n'a pas hésité à se mettre en position d'attaque, son épée et son corps chargés du pouvoir des éclairs, comme s'il était Zeus. Il s'était lancé à toute vitesse vers la créature, mais le monstre, dans un acte désespéré de contre-attaque, a utilisé sa propre progéniture comme arme,
Une scène grotesque. Cependant, les larves mal entretenues étaient des cibles faciles pour la lance électrique de Sars. Avec le chemin enfin dégagé, Sars a saisi l'occasion, sautant haut pour porter un coup dévastateur au visage du fils de pute géant. Le monstre a poussé un cri de pure agonie. Malheureusement, la tranquillité a duré peu de temps et, pour le désespoir de Sars, la blessure qu'il avait infligée a commencé à se régénérer instantanément. Le choc l'a laissé paralysé, ne sachant comment réagir à une contre-attaque brutale. Quand il semblait que tout était perdu, Goudin est apparu comme un éclair et a bloqué le coup colossal comme si de rien n'était. L'arrogance de Sars a décidé de céder la place à une dure réalité, car le spectacle ne faisait que commencer. Le monstre s'est maintenant préparé à lancer une attaque avec le double de force. Mais Jin, agile et prêt, n'était pas disposé à laisser cette créature attaquer à volonté. D'un simple claquement de doigts, il a ouvert un trou dans la chair du monstre, laissant Sars dans un état de choc complet, tandis que tout le monde se précipitait à nouveau vers le lac, la bouche ouverte. Le spectacle ne faisait que commencer pour notre garçon. Il a veillé à bloquer le géant d'une seule main. Ainsi, alors que la créature peinait, Jin commençait déjà à s'ennuyer du temps que cela prenait. Puis, sans plus de cérémonie, il a saisi Sars par la taille et a sauté sur le côté. Quand la scène s'est éloignée, le monstre apparaissait transpercé par l'énergie de Jin et Sars était là, inquiet, arguant frénétiquement que ses attaques tape à l'œil étaient inutiles, puisque le monstre se régénérait sans cesse. Mais Jin avait tout sous contrôle. Après tout, il avait déjà pensé à tous ces détails et c'est là que les nanomachines entraient en scène, neutralisant la capacité de guérison de la créature. Alors que l'inquiétude de Sars grandissait, ne faisant qu'envisager la possibilité que ce type, jusque-là considéré comme inférieur, pourrait être son gardien divin, il écartait rapidement toute idée d'être un être divin, réaffirmant simplement qu'il était là pour protéger le peuple et éliminer les monstres. La bête grogne et balance sa énorme queue, essayant d'écraser le héros, qui esquive comme si sa force n'était qu'une brise. Rapide comme l'éclair, Jin eut une idée. Il emprisonna la créature dans d'épaisses cristaux de glace jaune, tout en préparant un coup final dévastateur pour mettre fin à cette menace une fois pour toutes. Ainsi, avec toute la dramatisation que l'occasion exigeait, il se déclara un monstre né des tragédies humaines, un artefact ayant survécu pendant des millions d'années, l'arme ultime destinée à éliminer cette terrible menace. Il est la combinaison littérale d'innombrables expériences brutales et tragiques, une arme préparée au-delà de l'imagination, née de l'histoire entachée de l'humanité. Il est le premier, le dernier et le seul vrai être humain restant sur cette planète. Avec la présentation terminée, Jin libère une attaque d'énergie si intense qu'elle vaporise instantanément le monstre. Le faisceau absolument écrasant traverse l'atmosphère terrestre, pénétrant le vide de l'espace et garantissant que le bâtard n'a aucune chance de se régénérer. Avec la créature définitivement oblitérée et transformée en poussière, Sars reste sans voix, recevant une bonne dose de sa propre arrogance frottée à son visage. Pendant ce temps, une figure mystérieuse non remarquée par le groupe observe notre garçon de près, caché entre les buissons. Cette femme énigmatique a été envoyée uniquement pour surveiller le nouveau type d'envahisseur signalé dans le lac, sans savoir qu'elle aurait l'incroyable chance d'assister à un type complètement différent de monstre en action. Pour elle, même les hauts ossifiés de l'ordre des chevaliers sacrés dans la capitale n'oseraient pas affronter seuls une menace aussi colossale. Mais ce jeune inconnu a réussi à rendre cela facile, et Pio est tellement excité qu'il ne peut s'empêcher d'expliquer tout ce qu'il vient de voir à sa guilde. Plus tard ce jour-là, Jim écoute enfin le message holographique millénaire que son ami Kagura lui a laissé. Un ami numérique commence par reconnaître que des millions d'années doivent s'être écoulées depuis que Jim a vu cela. En raison de ce saut temporel énorme, Kagura se demande comment se porte l'avenir de la Terre et si l'environnement de la planète s'est réellement rétabli. Immédiatement, il annonce la mauvaise nouvelle. Les corruptibles maléfiques ne vont jamais vraiment à l'extinction, même si le monde se rétablit drastiquement. Et cela est déjà assez évident, étant donné que Dina vient tout juste d'en vaincre un. Kagura révèle que, pendant que Jim était en hibernation profonde, il est souvent tombé en sommeil cryogénique, juste pour observer les changements qui se produisaient autour du globe. Grâce à la restauration environnementale, le nombre total de corruptibles diminuait constamment. Avec tout cela, à mesure que l'écosystème changeait, les corruptibles ont commencé à évoluer avec lui. Cette adaptation était un signe clair que le monde ne parviendrait jamais à se débarrasser complètement de cette menace. Pour la combattre, Kagura explique qu'il a génétiquement modifié les nouvelles formes de vie émergentes, leur conférant le potentiel de résister aux corruptibles, au lieu de devenir simplement leur proie. De plus, Kagura révèle qu'il a laissé un grand boost spécifique pour notre garçon. Oui, cette seringue sinistre pleine de liquide vert brillant est exactement ce dont Jim a besoin pour l'injecter directement dans ses veines. Dès qu'il le fait, son corps commence à briller d'énergie arcane.
Le sérum qu'il vient d'ingérer confère à Jim une compatibilité de 100% avec les nanomachines. Une fois l'intégration terminée, il acquiert l'incroyable capacité de créer des objets physiques par transformation des nanomachines. Et le meilleur dans tout ça, cette mise à jour n'est que la pointe de l'iceberg. Kagura révèle qu'il a répandu des mises à jour similaires dans le monde entier. Il l'a fait intentionnellement, évitant de les stocker tout au même endroit. Si les corrompus réussissaient à détruire une installation et à tout effacer d'un coup. De plus, cette chasse au trésor garantit que Jin devra voyager à travers le monde et apprécier le nouveau monde. Kagura admet qu'elle n'a aucune idée du type de menace que les corrompus représenteront dans cette époque lointaine, mais elle est certaine que l'avenir est beaucoup plus radieux que la sombre réalité apocalyptique qu'ils ont laissée derrière eux. Au fur et à mesure que le message avance, la projection holographique montre combien le pauvre scientifique a vieilli au fil du temps. C'est le moment où Kagura exprime une profonde désapprobation en apprenant qu'elle ne pourra jamais voir de ses propres yeux ce beau monde restauré. Après avoir officiellement passé le relais et confié la responsabilité de l'avenir à Jin, le message touche à sa fin. Juste à ce moment-là, le Kame et le reste du groupe arrivent, cherchant activement leur dieu gardien appelé. Elle et le Koala Dampu sont venus le traîner de retour au village, puisque toute la population attendait avec impatience. En retour, les yeux attentifs de Jin remarquent une clé d'accès d'une installation de recherche familiale suspendue au cou de Akama. Curieux, il s'interroge sur le pendant, voulant savoir comment elle a réussi à le mettre entre ses mains. Le Kame explique qu'il y a longtemps, un individu incroyable a instruit ses ancêtres de le transmettre de génération en génération comme un amulette protectrice. La légende disait que, si un danger imminent menaçait le village, cette même clé invoquerait le dieu gardien pour les protéger. En entendant cela, Jin ressent un serrage de cœur. Il sait que son ami a tant d'efforts pour tout organiser, le rendant profondément endetté. En revenant au centre du village, une fête se déroulait déjà pendant que tout le monde était occupé à manger et à boire. Les enfants ont enfin ramené leur gardien au centre de l'attention. Cependant, l'ambiance est devenue un peu lourde, car les adultes du village ont commencé à chuchoter en voyant une créature inférieure. Une créature qui, dans leurs esprits limités, ne devrait pas être digne de porter le légendaire titre de dieu gardien juste. Alors qu'il doutait à haute voix du potentiel de notre garçon, Sar se lève soudainement et attaque le groupe pour avoir osé pointer des doigts vers son sauveur. Il n'hésite pas à donner quelques coups de poing bien mérités. Après tout, ces hypocrites étaient les mêmes lâches qui avaient fui au moment où le danger s'est approché. En assistant à cet échange intense, Akama et Dumpo peuvent sentir l'hypocrisie envahir Sars. Après tout, il était la première personne à se moquer et à douter de la force de Jin quelques heures auparavant. Le grand-père du village s'approche pour parler directement à Jin, se sentant immensément reconnaissant. Il essaye d'exprimer sa gratitude au nom de tout le village. La vérité est que, sans son intervention, aucun d'eux ne serait ici. Le village aurait été réduit en cendres. Fidèle à son style, notre héros déprécie les éloges de manière désinvolte, insistant sur le fait que cela faisait simplement partie de son travail. Malgré tout, il sait que ce peuple ne le laissera pas s'en sortir sans lui donner quelque chose en retour. Alors, au lieu de se lancer dans la quête de trésors et de richesses, notre héros Jin a décidé de demander quelque chose de bien plus précieux. Des informations. Il avait besoin d'un aperçu complet de la situation dans son nouveau monde. Mais voyez-vous, les bandits, enfin les villageois de la ville étaient plus perdus qu'un aveugle dans une fusillade et n'étaient pas vraiment préparés à donner une leçon de géopolitique. Ils envoient vite Jin chercher la véritable capitale, le point névralgique où le roi de Chromosia était aux commandes. D'ailleurs, la capitale était le point de rencontre où des gens de toutes les tribus se rassemblaient, un véritable centre de débats mondiaux et d'information de poids. Ils ajoutent même que certains commerçants de Kodama, leur propre village, ont l'habitude d'y aller, où ils lâchent. J'y vais tout le temps pour vendre des objets artisanaux en bois et en soie. Mais le chemin jusqu'à la capitale est long et rempli d'embûches. Et la grand-mère de Akama est sûre que Jin va très bien s'en sortir, après tout, il n'est pas n'importe qui, n'est-ce pas? Elle nomme déjà Akama comme le guide officiel, suggère que Jin emmène la fille. Elle avait déjà prévu le voyage vers la capitale royale, même le lit qui est l'un des rares à transmettre les pouvoirs divins. Elle souhaitait s'inscrire dans une académie renommée qui forme des utilisateurs de magie, et Jin, surpris par cela, était convaincu que des écoles de ce genre appartenaient au passé. Mais cela ne s'est pas arrêté là. Dans le feu de l'action, Sars essaye de se proposer comme garde du corps du dieu gardien dans cette entreprise. Mais la grand-mère le déconstruit rapidement, lui rappelant qu'il n'avait aucune raison d'être dans la capitale. Mais Sars insiste qu'il a un plan. Il rêvait de rejoindre la célèbre ordre des chevaliers sacrés. La grand-mère rit, vous savez, en se moquant, car il n'a même pas été accepté dans l'académie de base, encore moins chez les chevaliers. Jin a également été surpris sur le moment,
pensant que Sars, en tant que porteur de pouvoir divin, passerait facilement le test. Mais Akama a expliqué qu'il y avait un examen écrit ennuyeux, conçu pour filtrer les moins intelligents. Et Sars avait été l'une des victimes. À partir de ce moment, la curiosité de Jin à propos des chevaliers sacrés n'a fait qu'augmenter. Pendant ce temps, la scène change complètement, et nous nous concentrons sur un chevalier bien armé, qui est en état de choc, en apprenant que le monstre qui terrorisait le village Kodama était déjà éliminé. Celui qui apporte la nouvelle est la même fille espionne qui a observé toute la bataille du lac, cachée dans les buissons. Le chevalier est extrêmement sceptique, et demande à ce qu'elle confirme tout à nouveau, et la fille confirme sans hésiter. Le chevalier sacré, incrédule, n'arrivait pas à croire que quelqu'un en dehors de son élite ait pu tuer une créature de cette taille par ses propres moyens, mais pendant qu'il conversait, un corrupteur apparaît et tente d'attaquer l'espionne, sautant sur son dos. Et sans réfléchir à deux fois, le chevalier tirant son épée envoie le monstre au diable. Et au lieu de retourner au royaume, il reste intrigué et déterminé à chercher cet homme mystérieux qui a vaincu la bête sans désespoir. Et pendant ce temps, Jin se réveille un matin magnifique, sentant le vent frais et pensant qu'il n'aurait jamais imaginé pouvoir profiter d'un spectacle pareil. Une partie de lui se sent triste que son ami Kagura ne soit pas là pour voir cela avec lui. Un des enfants apparaît avec ses vêtements, disant à Jin de se préparer. Dans la scène suivante, nous voyons notre garçon à l'extérieur du village. La grand-mère de Akama donnait des conseils pendant que Sars essayait de faire semblant d'être fatigué parce qu'il ne pouvait pas être celui qui guidait Jin. Jin a décidé d'engager la conversation avec Sars, louant ses mouvements, et a promis qu'il attendait sa visite dans la capitale. Cette conversation a rendu Sars tout excité, comme un fan numéro 1. Encouragement pour le dieu gardien et demandant qu'il prenne bien soin de Rakama. Monli a également reçu un avertissement de la grand-mère pour rester en sécurité. Et là a commencé le voyage des deux avec leur départ. Le nain et le grand avancent ensemble, traversant des paysages impressionnants. Mio, qui regardait de loin jusqu'à la capitale, a reçu la réponse qu'il leur restait encore 4 jours de marche. Pas aussi loin qu'il l'imaginait, mais le lit était curieux à son sujet et de sa motivation pour explorer le monde, et le Kamajoso tenait à garder tout cela secret, disant que c'était un mystère. Pendant ce temps, Gojo écoutait parler des corrompus encore dans le jeu, comprenant d'après la description vague de Kagura que certains d'entre eux étaient encore là. Il avait bien compris que leur taux de reproduction ne se produisait que dans des environnements dévastés, et en ce lieu tout était l'opposé, comme si quelque chose agissait dans l'ombre. Monli a été un peu effrayé par la gravité de son discours, alors il s'est excusé d'être trop perdu dans ses pensées. Jin réalise que cette époque n'était pas dominée par les corrompus, car des signes de survie étaient partout. Monli était un peu effrayé par la gravité de son discours. Maintenant, il s'agissait de comprendre les gens de cette époque avant de faire face aux corrompus. Enquêter sur ces monstres ne serait pas si compliqué, puisqu'il pourrait le faire pendant son temps libre. De plus, le gars voulait un changement immédiat et a demandé à Akama d'arrêter de l'appeler Dieu gardien. Elle gardait le respect, mais il insistait pour être appelé simplement Jin. Là, ils entendent le bruit d'un cheval qui galope et un chevalier sacré apparaît avec son équipe, demandant un moment avec le duo. Ce chevalier avait l'air d'un prince charmant, mais Jin n'en avait rien à faire et a demandé qui il était. Le capitaine de la 7e division, venant de l'ordre des chevaliers sacrés, s'est présenté comme Argos Othon, et le concept d'un chevalier sacré était encore nouveau pour notre garçon, qui se demande si ce sont là les êtres intéressants dont les Odiens parlaient. Au milieu de l'équipe d'Argos, un chevalier insupportable fait son show, criant après le plébéien de ne pas se lever en respect pour son leader. Il finit même par s'adresser au capitaine, accusant les deux d'être responsables. Mais Argos, calmement, lui demande de se calmer. Pendant ce temps, Karina s'agite, se rend à l'arrière. Mais le chevalier sacré, cette fois-ci, fixe son regard sur Jin avec plus de respect. Notre garçon, curieux des paroles de Karina plus tôt, essaye de lancer une conversation. Mais le chevalier hausse les épaules, comme si Karina n'était qu'une mal élevée. Argos change alors de sujet et demande l'origine de l'homme, voulant savoir d'où il vient et où il va. Akama révèle qu'ils viennent du village Kudama, en route vers la capitale royale. Karina prend cela pour une occasion, et se croyant supérieure à tout le monde, accuse les deux d'appartenir à une classe inférieure. Elle, toute pompeuse, fait un discours se prenant pour une érudite d'avoir découvert les êtres inférieurs du village Kudama. De son côté, Jin reste intrigué par les modernités de ce monde, en entendant qu'il existe des registres de naissance. Mais Argos, toujours le modérateur, interrompt Karina en lui disant de ne pas se précipiter. Pour aider, il remarque qu'Akama porte une tenue de Kodama, qui est très respectée pour sa qualité premium, même à la capitale. Les enfants du village ne portent rien d'aussi raffiné, ce qui confirme l'origine des deux et, encore une fois, met Karina dans l'embarras. Malgré la certitude quant à la fille, Argos pointe sa lame vers l'homme, affirmant qu'il est différent. D'abord, parce que les vêtements du gars lui sont inconnus,
et il demande d'où il vient. Le chevalier sacré commente alors que de nombreux bandits attaquent le chemin entre le village de Kodama et la capitale, et il spécule que ce gars pourrait en être un, essayant de traficoter des enfants. Pendant que Akama est également au milieu, il conclut, et Akama, feignant d'être inoffensive, tente de se défendre, mais personne ne la croit. Sans penser aux conséquences, la fille se prépare à attaquer. Mais, en un clin d'œil, elle se retrouve entourée d'une pluie d'épées magiques pointées dans sa direction. C'est un moment, mais la fille impressionne le chevalier sacré par sa force, tandis que Jin ne peut s'empêcher d'être un peu surpris par le pouvoir d'un chevalier sacré aux compétences robustes. Argos réalise instantanément que la situation exige de la sérieux, maintenant en position de leader, et exige une explication sur l'origine de l'homme. Car cette information sera la clé pour décider si notre protagoniste vivra ou non. Jin, réalisant la gravité, lance un regard chargé de signification vers Argos. La tension est palpable, mais, contre son instinct, Argos choisit de relâcher la pression, et lâche qu'il vient du village de Kodama. Karina s'exclame, l'accusant de menteur en pleine face, mais Argos, avec sincérité, accepte l'explication et baisse son arme. Dans un retournement impressionnant, surtout après l'atmosphère de menace qui régnait, le chevalier sacré sent que l'homme ne ment pas. Alors que Akama déclare Jin comme le protecteur divin du village, le concept d'un gardien divin semble, aux yeux du chevalier sacré, une nouveauté intrigante. Mais il finit par ne pas le prendre au sérieux et se retourne pour s'en aller. Il remonte sur son cheval et s'excuse pour sa dureté. Argos faisait juste son travail. Le capitaine explique qu'à un moment donné, ils se retrouveront à nouveau dans la capitale royale. En fait, il donne même la chance qu'il le cherche s'il rencontre des problèmes. Alors, sur ce, Argos se dit rapidement adieu, laissant Karina embarrassée, comme si elle voulait voir une sorte d'action dramatique, fronçant même les sourcils, sans comprendre ce besoin fou de la fille pour un récit intense. Puis, la scène change, et nous voyons Argos et sa bande en déplacement. Karina, insistant de manière insensée, souligne que Jin est suspect, et qu'il n'aurait pas dû laisser cette espèce inférieure s'échapper. Les mots « espèce inférieure » semblaient coincés dans sa gorge, et Argos, avec une touche d'ironie, provoque la fille en questionnant qui est vraiment la véritable espèce inférieure, ce qui ne fait que confirmer ce que tout le monde pensait déjà. Rhea, qui était à ses côtés, acquiesce à Argos, ce qui choque Karina. Elle, en soulignant encore plus, indique à quel point la différence divine entre eux et l'homme auquel ils étaient confrontés était brutale. Argos a même essayé d'agir à 3 moments, mais sa détermination n'a pas suffi à la situation, du fait qu'il a réalisé que Jin, les mains dans les poches, était sur le point d'agir. La réaction a été si rapide qu'Argos n'a même pas pu esquisser une réponse, et le plus fou, il s'est rendu compte que le pouvoir divin qu'il avait essayé d'utiliser ne fonctionnait pas en présence de Jin, ce qui a laissé Karina terrifiée. Le même coup qu'il avait utilisé contre la Akama, avec facilité, n'était pas du tout efficace contre notre protagoniste. Il a essayé la même approche, mais cela n'a pas fonctionné non plus, suggérant que la différence entre eux et quelqu'un comme Jin était brutale. De tels exploits, même aux yeux d'Argos, ne pouvaient être réalisés que par le commandant suprême de l'ordre des chevaliers dans un scénario parfait. Rhea et Karina ont ri, la fille peu avisée, sans comprendre à quel point ils étaient dépassés dans cette situation. Argos souligne qu'ils viennent de croiser un véritable monstre, une anomalie unique. L'erreur de Karina est pardonnable, étant donné qu'elle est nouvelle dans l'équipe. Quant à celui qui a éliminé les envahisseurs du village Kodama, Argos pense que c'est cet homme. Karina pense que la situation est dangereuse, mais son capitaine fait preuve de sagesse en considérant qu'attaquer quelqu'un sans information pertinente peut être risqué. De plus, Argus capte que Jin semble calme, une personne qui ne pose pas de problème. Ainsi, le plan du groupe était simple, retourner à la capitale royale, puisque leur participation n'avait plus de sens. Leur conversation tournait autour de prévenir la guilde au sujet de l'incident avec les bandits, parce que, vous savez, il ne faut pas laisser cela passer inaperçu. Cependant, dans l'esprit d'Argus, une étrangeté émergeait concernant ce gars qui paraissait être un dieu gardien du village Kadama. Si seulement ce type devenait son allié, de nombreux problèmes de son pays pourraient être résolus d'un seul coup. Dans la scène suivante, Jin et Akama étaient déjà de retour sur la route. Akama mentionne qu'ils ont rencontré quelqu'un de très intéressant la veille. Jin se demande si tous les chevaliers sacrés étaient aussi forts que celui qu'ils avaient croisé. Akama explique qu'Argus était vraiment exceptionnel, même parmi l'ordre des chevaliers sacrés. Seuls les meilleurs des meilleurs réussissaient à être célébrés comme leaders. Argus était au sommet de la hiérarchie, au point qu'il ne se souciait même pas de cacher la rapidité avec laquelle il avait activé son art spirituel la veille. Quelque chose dont Jin était complètement ignorant. Dans la vision actuelle, acquérir des pouvoirs des esprits est appelé pouvoir divin,
et les techniques utilisées pour cultiver ce pouvoir sont connues sous le nom de méthode spiritiste ou d'art spiritiste. La partie folle est que les nanomachines de Kagura et Jin étaient considérées comme des esprits qu'ils ne parvenaient même pas à comprendre correctement. Jin pensait que cela pourrait sembler quelque chose d'absolument fantastique à cette époque. Mais il ne pouvait s'empêcher de se rappeler des sentiments de Karina envers les êtres inférieurs. Jin était de plus en plus intrigué par le terme et finit par découvrir que l'époque actuelle était remplie de races variées. Il avait entendu dire qu'il y avait même certaines qui ressemblaient à des insectes et des poissons. D'après ce que sa grand-mère disait, il y avait une race qui ne pouvait vivre que dans l'eau ou dans certaines régions. Avec le temps, les créatures avaient évolué pour s'adapter à l'environnement. Dans cette logique, cela fascinait Jim, le faisant penser que certains survivants de l'humanité pouvaient avoir été les catalyseurs de tout ce cycle d'évolution. Il s'étonne de l'idée, se demandant s'il ne serait pas exagéré d'y penser. Cependant, il décida de conclure que les personnes qui ne s'étaient pas adaptées au nouveau monde étaient devenues ce qu'on appelle des espèces inférieures. Ces êtres ne parviennent pas à se plier au changement, étant vus comme faibles et jetables, traités comme une bande de personnes sans importance et vendus comme des esclaves. Ce qui ne plaisait guère à Jim. Kama, en revanche, n'avait aucun problème avec cela et affirmait joyeusement qu'il n'y avait presque pas de différence entre eux et les êtres inférieurs. Jim ne pouvait pas comprendre comment les gens pouvaient traiter les autres avec mépris simplement parce qu'ils avaient des différences. Chacun a ses particularités. En écoutant Akama, il fut impressionné par la maturité de la petite fille. Pendant ce temps, quelqu'un apparut devant eux, semblant tout juste sortir d'une bagarre. Le garçon s'écroula sur le chemin, demandant de l'aide. Kama, pleine d'empathie, courut vers lui, tandis que Digno observait de plus près et remarquait que le garçon n'avait pas de caractéristiques animalistes, ce qui signifiait qu'il était un humain. Le pauvre était tout blessé, avec des contusions du cou jusqu'aux pieds, et ses blessures n'étaient rien de normal pour un accident quelconque. Akama essayait d'aider du mieux qu'elle pouvait pour relever le garçon, tandis que Digna activait ses pouvoirs pour donner un coup de pouce à la guérison. Sauf qu'au lieu d'être reconnaissant, le garçon fit simplement une pirouette et sortit un couteau, le pointant sur Akama et la menaçant, disant que si elle bougeait d'un millimètre, cela finirait mal. La situation prit un tournant totalement différent de ce que Jim attendait, et il se rendit vite compte qu'il avait été trompé depuis le début. Il commença à regarder autour de lui, cherchant quelqu'un d'autre là-bas. C'est alors qu'un homme surgit de nulle part, louant le garçon pour son travail et pour avoir obéi à ses ordres. Ce pouvoir que le gars a démontré était ce qu'ils appellent un camouflage furtif, une compétence qui fonctionne grâce aux nanomachines qui capturent l'image de l'environnement et créent un manteau d'invisibilité. La seule limitation est qu'on ne peut pas se déplacer sans que l'invisibilité tombe, mais il semblait que ces gars savaient bien s'en servir. Le capitaine a commencé à menacer Jin, l'appelant espèce inférieure et se moquant de ses vêtements soignés. Il a voulu savoir d'où venait Jin, mais ce camarade est resté silencieux, ne disant rien. Pendant ce temps, Akama, très inquiète, criait pour lui, tandis que le capitaine menaçait de tuer la fille si Jin osait faire le moindre mouvement. La pauvre petite ne savait pas quoi faire, tandis que le capitaine voyou semblait s'amuser à réaliser qu'elle avait aussi un pouvoir divin. Ils ont demandé à Jin s'il était capable de gérer ce type de pouvoir, mais il a décidé de créer un mystère et n'a rien répondu. Senti la fureur monter, le brute lui a donné un coup de pied, se rappelant qu'il était une espèce inférieure. Le capitaine était préoccupé par son subordonné détruisant ses affaires, mais il ne s'attendait pas vraiment à pouvoir vendre ce qu'ils avaient à un bon prix. Il ne croyait pas que Jin puisse avoir un pouvoir divin, puisqu'il semblait au maximum un être inférieur. Pendant ce temps, Akama a commencé à faire les liens et s'est rendu compte qu'ils étaient les bandits et les commerçants d'esclaves dont Argo les avait avertis. Le chef voyou a alors commencé à activer un sort pour s'occuper d'abord de la fille, tandis qu'Akama avait la sensation que si la situation continuait ainsi, il finirait par être vendu comme esclave. La scène suivante est même marrante. Digna réveille Akama de son profond sommeil. Il était torse nu parce que ces idiots avaient décidé de voler ce qu'il avait, ne laissant que ses sous-vêtements. Akama semblait dans son élément, mais avait plein de questions sur leur emplacement. Ils se sont rendus compte qu'ils étaient dans un endroit qui ressemblait à une installation de confinement, où les autres esclaves étaient retenus. Jin a expliqué que c'était le repère des bandits, pointant du doigt ceux qui avaient déjà été capturés avant eux. Tout cela semblait une scène sombre, mais en même temps hilarante. Poire était encore plus curieuse de savoir pourquoi il était dans cet état, le torse nu. Jim commente que les bandits l'avaient déshabillé parce qu'il avait l'air étrange, mais Poire ne peut s'empêcher de penser à combien il apparaît confiant sans vêtements. C'est drôle, même cette façon d'être le réconforte Jim, mais elle reste intriguée par le fait qu'il n'ait pas mis les choses au clair avec les gars. Avec tout ce pouvoir divin, il aurait pu régler la situation en un clin d'œil. Avant qu'il ne puisse donner une réponse, Poire entre dans la pièce en apportant un petit déjeuner, les ayant trouvés éveillés. Elle offre un repas,
mais Poire se montre irritée par sa présence. Poire, cependant, se moque qu'elle la haïsse, puisqu'elle n'a aucune attente d'être pardonnée. La rapidité avec laquelle la conversation se déroule surprend Jin, qui traite Poire de bienveillante. Cela choque la fille aux cheveux bleus. Mais Jin réfléchit que les personnes mauvaises ne se soucient même pas d'être haïes ou d'avoir mérité le pardon. Néanmoins, le fait qu'elle réfléchisse à cela montre déjà qu'elle a bon cœur. L'homme, maintenant un peu fatigué d'être gentil, décide qu'il est temps de passer à l'action véritable. Il agrippe les barres de la cellule et, à la manière de l'oncle Hero, tout plie pour ouvrir un chemin. Poire reste stupéfaite par ce qu'elle vient de témoigner. Mais en réalité, Jin attendait ce moment pour avoir une conversation en tête-à-tête. Poire, confuse quant à la raison de toute cette scène, réalise bientôt qu'elle a déjà été forcée à travailler. Et c'est parce que quelqu'un qui lui tient à cœur est prisonnier ici. Jin touche juste au but, terrifiant Poire par la précision de ses mots. Et ainsi, il va et guérit ses blessures, soulignant que la raison pour laquelle il a été dupé est qu'il savait que ses blessures étaient réelles. Il est rare que des méchants blessent leurs propres alliés jusqu'à presque la mort. C'est pourquoi il a immédiatement compris qu'elle était contrainte. Les mots de Jin touchent profondément Poire, provoquant une vague de culpabilité, qui l'amène à confesser au sujet de son frère qui a été capturé par ces fous. Il la menace tout le temps en disant qu'ils allaient vendre le garçon si elle ne coopérait pas et qu'ils ne la laisseraient plus jamais le revoir. En larmes, le môme révèle que même ses parents ont été assassinés par ces lâches. Non donc, son frère est tout ce qui lui reste. Rien qu'en entendant l'histoire, Jin change de comportement d'une manière que personne n'attendait. Il entre dans une véritable rage et commence à comprendre pourquoi il s'est laissé capturer. Son objectif a toujours été de sauver ces personnes, mais il sait que ces méchants sont têtus et insupportables. Laisser échapper un seul criminel pourrait causer des problèmes à l'avenir, donc il vaut mieux éliminer tout le monde d'un coup. Et ainsi, il se jette sur le premier bandit, lui assenant un coup dans le dos. Avec le chemin maintenant libre, Jin est déterminé à causer des dégâts dans cette bande. Connaissant la psychologie des vilains, il se souvient des temps anciens, lorsque la civilisation humaine était à son apogée technologique. À cette époque, il était un garçon qui avait été battu et qui ne possédait rien. Ses pensées étaient un mélange d'admiration pour la justice, mais aussi d'une perception sombre. Tout endroit nécessitant de la justice est rempli de malice. Vivre une vie paisible peut être valorisé, mais dans l'environnement où il a grandi, il n'a jamais connu la paix qu'il désirait tant. Alors, lorsqu'il faisait face à ceux qui le menaçaient, il était brutal, écrasant quiconque sous son pouvoir. Avec le temps, il a abattu toutes sortes de crapules, jusqu'à ce qu'un jour quelqu'un lui dise qu'il était né au mauvais endroit. Cela nous ramène au présent. Maintenant, notre garçon avance fermement contre les menaces sur son chemin, ayant laissé une traînée de corps. Il veut augmenter son nombre d'éliminations et ignora les questions. Projette un des bandits contre le bras droit. Dès qu'un d'eux met la main sur le gars, Jin saute avec un coup de pied mortel, dévastant l'autre. L'ami reste choqué devant le spectacle de malheur se déroulant devant lui. Terrifié, le bandit tente de fuir, mais c'est une perte totale. Seuls les cris agonisants du vaincu parviennent aux oreilles des prisonniers. Là, réalisant l'intensité de la scène, il commence à se demander qui est vraiment Jin. Le lit, quant à lui, lâche par hasard qu'il est un dieu parmi les mortels et qu'ils n'ont pas à s'inquiéter, car Jin s'occupera de tout. Mais pour Poire, c'est terrifiant de savoir que, si près d'être sauvé, le chef des bandits est difficile à abattre, même avec d'immenses pouvoirs magiques. Dans une comparaison de force brute, il est difficile d'imaginer quelqu'un capable de le vaincre. Mais pendant que Poire enchevêtrait son esprit avec ses pensées, notre garçon avait déjà l'homme tremblant sur les genoux. Le chef se retrouve en difficulté, suppliant Jin d'arrêter, essayant d'offrir de l'argent et même quelques esclaves. Mais c'est surréaliste, le frère de Poire est enfermé dans la pièce. Jin est dégoûté rien qu'à l'évocation de l'esclavage et, alors, il élimine un autre bandit devant le chef. Même ses ruses magiques semblent inutiles face au pouvoir impressionnant de cet homme. Mais ce qui est encore plus intriguant, c'est le mystère de la manière dont Jin a réussi à acquérir tout ce pouvoir. Et la scène est devenue hilarante lorsque notre héros a lâché que ce clown était un vilain de 3e zone. Après tout, les véritables méchants ont au moins la décence de fuir quand ils réalisent que la situation tourne contre eux. Mais les sbires du chef bandit, ils n'étaient qu'une bande de crétins arrogants, complètement illusionnés, pensant qu'ils pouvaient s'en sortir. Dès que la défaite est devenue visible, les supplications ont commencé à pleuvoir. Et croyez-moi, c'était un véritable délice d'entendre cela. Suivant les conseils de notre garçon, le chef bandit a décidé de prendre la fuite. Il a couru directement vers l'ascenseur, tirant un levier qui libérait une arme secrète qu'ils avaient traitée comme une sorte de monstre. Jin a été surpris de se retrouver face à une créature corrompue sous le contrôle de ces idiots. C'était une bête puissante qui avait été acquise par quelques nobles du diable.
Ce qui l'intriguait le plus, c'était comment cet Arnold, de son sang violet, n'avait pas réussi à s'échapper de cette cage auparavant. Mais le chef bandit était excité à l'idée de proposer un défi à Jean. Promettant de semer le chaos, avec un rugissement terrifiant, le monstre se précipita à l'attaque, essayant de renverser Jean. Jean bloqua l'attaque et fit remarquer un ventre monstrueux. À cette action, le chef des bandits resta sans voix, bouche bée devant la puissance des muscles de Jean. Je veux dire, toute cette puissance. Pendant ce temps, notre garçon partage qu'il est né avec un corps d'un autre niveau. Ses fibres musculaires étaient plusieurs fois plus puissantes que celles d'un humain ordinaire. Et quand le moment d'attaquer arriva, il donna simplement un coup de pied à la créature, promettant de libérer encore plus de force. Le gars lança une onde Kamehameha, comme s'il était Goku ou un personnage d'anime, et réduisit cette bête en bouillie d'un seul coup. Tout ce discours et le chef des bandits était déjà à genoux à nouveau, jouant avec son collier et réfléchissant à ce qu'il devait faire. Dino le regarda, se demandant ce que ce salaud ferait maintenant qu'il n'avait plus d'échappatoire. Le gars tenta encore d'échapper, suppliant de la miséricorde, mais notre glorieux roi aux cheveux blancs lui assena simplement un coup de poing au visage, niant toute chance de clémence. Ensuite, il retourna à son style de récolte d'aura et s'excusa auprès des enfants pour l'attente. D'abord, il devait vérifier les documents pour rassembler des preuves solides sur les crimes. Il ouvrit un tiroir et trouva un ensemble curieux de notes. Rien qu'à les regarder, on aurait dit que le type avait gagné à la loterie, mais rien de tout cela n'avait de sens, puisque notre garçon n'avait aucune idée de ce qu'il voyait. La langue était complètement inconnue pour lui, et il était trop nerveux pour utiliser son calme comme aide. Malgré tout, G ne comprenait pas pourquoi ces bandits utilisaient les corrompus pour confirmer leurs soupçons. Il regarda les restes de la créature qu'il avait vaincue, cherchant à accéder aux caméras flottantes dans la pièce. Jim voulait voir les enregistrements de la semaine dernière et trouva des images qui l'intéressaient. Apparemment, un noble Xachim était venu vers eux avec le monstre et n'avait pas clarifié ses intentions. Au lieu de cela, il avait laissé un avertissement sur la chute imminente du pays. Jim nota cela pour ne pas oublier pendant que la scène changeait pour les enfants qui avaient échappé. Les enfants retrouvent enfin leur petit frère. Ils échangent une longue étreinte, soulagés de ne pas avoir subi de blessures graves. Elle se tourne vers Jean comme s'il était un dieu, le remerciant pour tous ses efforts, tandis que son frère rejetait ce titre. De plus, il était curieux des gars en uniforme rouge qui étaient en train d'arrêter les bandits. Ils semblaient être de la guilde. En réalité, celui qui était près d'eux était le maître de la guilde de la ville. Ce gars s'est approché de Jean pour lui demander s'il était impliqué dans la brouille. Notre garçon confirma, demandant à Padre de se présenter formellement comme le maître de la guilde et de le remercier. Jean lança un regard au gars, se demandant comment quelqu'un pouvait vaincre autant de bandits sans recevoir de coups. Même avec l'apparence d'un homme de peu d'importance, Padre se rendit compte que Jean n'était pas quelqu'un que l'on pouvait sous-estimer. Le maître de la guilde commenta que l'incident avait engendré des montagnes de préjudice. Les demandes pour les bandits exterminés étaient à leur comble. Cela laissait Jean curieux, car il pensait qu'un quelconque noblio ferait tout pour attraper les bandits. Le maître de la guilde rirait, répondant qu'aucun seigneur même n'avait ce pouvoir. Traiter les crimes était considéré comme un devoir des guildes qui prêtaient allégeance au roi. Autant que Lord Japiao, le régent de la terre, puisse commettre des délits, tout devait encore être porté au roi, même si c'était symboliquement peu probable. Padre était sûr de son interprétation, tandis que Jean comparait la situation à la politique d'il y a des millions d'années, remarquant qu'un seigneur était comme un maire et que la guilde agissait comme la police. Après tout, Lord Chapiao n'était pas quelqu'un en qui l'on pouvait facilement faire confiance. Jean décida de remettre tous les documents qu'il avait réussi à récupérer des bandits, se demandant s'il pourrait aider la guilde. Le maître de la guilde analysa l'un d'eux et se rendit compte qu'il s'agissait d'une liste de ceux qui avaient des affaires avec les bandits. Avec cette liste, il pourrait facilement arrêter tout le groupe. Curieux, Jean demanda si le nom du seigneur de la ville figurait sur la liste, mais, à sa grande surprise, le nom de Lord Shepia n'était nulle part, prouvant qu'il était un vilain rusé qui savait cacher ses traces. Pour l'instant, Jean ne pouvait pas faire grand-chose à propos de la situation. Il avait déjà aidé à libérer les esclaves et voulait comprendre ce qui allait leur arriver. Le maître de la guilde avait assuré qu'il prendrait la responsabilité de les renvoyer tous en sécurité si un rapport de disparition avait été enregistré. Cependant, pour ceux qui n'ont pas de rapport de disparition, la situation est compliquée. Ils n'ont nulle part où aller. Le système est défaillant et ignore des cas comme ceux de Purinino, qui ont perdu toute paix. Jean fait donc une demande. Il veut un abri pour s'occuper de ses enfants. Mais ici c'est choquant. Il n'y a aucun abri dans la ville. Le prêtre essaie même de leur trouver un travail. Mais comme ils sont vus comme inférieurs, c'est aussi une tâche ingrate. Les petits sont abattus et Jean se sent frustré, car tout semble rester le même. Il ne voulait pas abandonner ses enfants, même sans emploi pour eux. Soudain, une idée lui vient à l'esprit.
Il demande s'ils sont d'accord pour un travail s'il a cette opportunité. Pour leur part, ils acceptent et sont prêts à essayer. Cela rappelle à Jin le chevalier doré Argos, qui avait promis un jour d'aider. Et puis la scène change. Nous sommes dans la capitale royale de Chromosia, où Argos rentre chez lui. Il rentrait chez lui lorsqu'il sentit un froid soudain. En arrivant à sa résidence, il ordonne à l'équipe de se reposer. Le jour même, entrant dans ses appartements, il est accueilli par des servantes et des majordomes avec grande pompe. La première chose qu'Argos demande est s'il y a eu des mises à jour, et par les expressions des serviteurs, il comprend rapidement que la situation est mauvaise. Le majordome s'excuse de l'importuner, surtout parce qu'il vient de rentrer. Pendant ce temps, sa sœur observe de loin avec un regard fulgurant. Argos reçoit le rapport et est bientôt frappé par un fort mal de tête. La situation est bien pire qu'il ne l'avait imaginé, car l'envahisseur a causé un véritable chaos dans la capitale. Ce qui préoccupe vraiment Argos, ce n'est pas comment l'envahisseur est entré, mais qui l'a aidé à s'introduire. Il soupçonne que quelqu'un de l'Académie Arnais soit impliqué dans un endroit rempli d'individus aux attitudes douteuses qui complotent sa ruine. Quoi qu'il en soit, il a besoin d'alliés d'urgence pour contrôler la situation dans la capitale. Pendant ce temps, Jin et son groupe poursuivent leur voyage vers la capitale. 3 jours se sont déjà écoulés dans cette mission, et par conséquent, il commence à se demander s'il y aura vraiment du travail pour des êtres inférieurs comme eux dans la capitale. Montrant sa bonne nature, Jin les rassure en disant que savoir lire et écrire est un sacré avantage et encourage les enfants à avoir plus de confiance en eux. Kama, d'autre part, pointe au loin, révélant que la capitale est presque là. Le garçon reste bouche bée en constatant la beauté imposante de la capitale royale au crépuscule. Enfin, ils entrent dans la capitale, qui fourmille de monde de partout. Kama dit que la capitale vit des importations, ce qui signifie qu'il y a toutes sortes de marchandises qui circulent ici, y compris les vêtements Kodama qu'ils ont mentionnés auparavant. Jim trouve cela curieux et note une foule d'insectes mutants. La diversité ethnique est également impressionnante, soulignant comment toutes les races se sont développées de manière différente. Les rues sont propres et la sécurité dans la capitale est de premier ordre. Mais même avec tant d'avantages, il y a des lieux qui ne sont pas du tout agréables. Jin réfléchit que chaque époque a ses propres défis. Il demande à Kama à propos de l'examen d'admission de l'académie et découvre qu'il aura lieu la semaine prochaine. Ils vont attendre jusqu'à l'examen, mais en entendant la conversation, une fille blonde se demande si ce groupe, étant tous inférieurs, est vraiment intéressé par l'académie Arnais. Ils arrivent enfin dans les chambres de l'hôtel, où Akama et les garçons ne perdent pas de temps et sautent sur les lits confortables. Enfin, ils obtiennent une nuit de repos dans un endroit décent et l'objectif initial d'atteindre la capitale est rempli. Cela les amène à réfléchir à ce qu'ils doivent faire maintenant, puisqu'il doit encore trouver un moyen de gagner de l'argent même avec une nouvelle ère. D'ailleurs, il a reçu une belle somme pour le service contre les bandits, mais il sait que cet argent ne durera pas longtemps, surtout avec 4 bouches à nourrir. Et il y a aussi la question de trouver des emplois pour ses enfants. Une solution immédiate serait de retrouver Argos, mais d'un autre côté, à cet instant, il n'a même pas la moindre idée de son emplacement ou des connexions qui pourraient les y conduire. Au Jin, il commence à analyser plusieurs options, décidant de prioriser l'enquête sur les corrupteurs d'abord. Il sait qu'il y a des personnes dans cette ère essayant d'exploiter ces monstres pour leurs propres fins. Les corrupteurs sont dangereux par nature et, pour cette raison, ne peuvent pas être laissés en liberté. Cette fois, il refuse de laisser des innocents faire face à l'extinction totale à nouveau. Il demande alors à Akama comment les gens dans ce pays ont tendance à faire des recherches. Il semble qu'ils lisent des livres sur le sujet ou consultent quelqu'un qui s'y connaît vraiment. Les livres sont chers, de sorte qu'ils se relaient même dans le village pour les acheter. Pendant ce temps, la capitale dispose d'une magnifique bibliothèque. Alors là, la recherche devient plus pratique. Et Jin se sent excité à l'idée d'utiliser la bibliothèque pour découvrir des indices sur le laboratoire que Kagura a laissé. Par la suite, il est à la réception, mais finit par être rejeté par l'hôtesse, qui déclare de manière claire qu'il ne peut pas utiliser l'installation, car les livres sont considérés comme sacrés en tant que patrimoine national. Seuls les étudiants d'académie reconnus ou les nobles ont un accès libre, compliquant la situation pour notre protagoniste. Et, de façon comique, le lit rappelle à Jin que, dans cet état, il ne peut même pas lire, malgré tous ses efforts, et il lui faudra donc du temps pour maîtriser complètement la langue. Jim se gratta la tête comme s'il était à un test, totalement concentré, tandis que 2 types encapuchonnés observaient ses mouvements de loin, attendant le moment opportun pour agir. Ils étaient venus dans l'intention d'interagir avec Jim, mais l'interaction a commencé d'une manière plutôt violente. Avec un direct, notre héros, avec ses réflexes rapides, a bloqué le coup et a même eu l'audace de se moquer de la manière horrible dont le gars se présentait. Le niveau de sécurité dans la ville était si alarmant que les gens attaquaient sans souci, mais le type se croyait tout puissant. Jim a esquivé le coup de couteau,
échappant à une explosion magique qui aurait pu être dévastatrice. Le combattant a loué l'habileté de Jim qui a démontré des instincts aiguisés, tandis que Poirot se demandait comment ces types utilisaient des pouvoirs divins au milieu des civils. Le garçon était curieux de ce qui se passait, et s'est vite rendu compte qu'il avait un contrat en tête, un contrat dont il n'avait pas connaissance. Bien sûr, cela s'est avéré être une surprenante carte maîtresse, même avec ses gros bras lançant des menaces et exigeant qu'on les envoie à la capitale ou qu'ils affrontent le danger. Mais Jim, ferme dans sa position, a défié le gars de réessayer. En fait, il a fini avec son poing coincé et est tombé au sol avec force. Après avoir donné une leçon à l'un des assaillants, il s'est retourné vers l'autre, qui était sur le point de lancer une explosion magique dans sa direction. Jim n'a pas esquivé et a décidé d'affronter l'attaque enflammée de front, ce qui a amené le gaz à croire qu'il avait causé de graves dégâts. Mais, comme par magie, une main est sortie de la fumée, et Jim a saisi le type qui attaquait comme s'il s'agissait d'une plume. Avec un ton sarcastique, il a commencé à se moquer de leur faiblesse, les défiant de réessayer. Le gars s'était vraiment comporté comme un Gojo Satoru en puissance, plein de confiance. Pendant ce temps, sa victime ne comprenait pas comment quelqu'un qui semblait si faible pouvait avoir une telle force. Et, de nulle part, un ordre de chevalier est apparu. C'était Karina. C'était encore pire, car elle devait interrompre son jour de congé à cause de ce BO. La fille se moquait bien des agresseurs qui avaient attaqué Jim. Elle voulait juste mettre la couchette et Jim derrière les barreaux une fois de plus. Mais, pour la chance de Jim, le tumulte avait attiré l'attention de quelqu'un ayant des liens avec Argos. Bien que cela lui sautait aux yeux, après avoir mis fin à une bagarre de rue, Karina aperçut Jin et fut ravie, pensant qu'elle avait enfin attrapé ce fameux humain inférieur qui causait de nouveau le chaos dans la ville. Elle s'apprêtait à lui passer un savon, mais une spectatrice qui se trouvait à proximité et qui était un peu humaine s'approcha et admit qu'elle observait tout. Elle dit que c'était Jin qui avait frappé le premier et qu'il s'était défendu au cours de la confusion. Karina observa les visages des agresseurs et remarqua qu'ils étaient ses habituels élèves problématiques de la Harness Academy. Elle resta en silence, attendant de voir si la sœur cadette du capitaine sacré était de nouveau mêlée à cette affaire. Jim demanda à Karina si elle était en patrouille et l'interrogea à ce sujet, estimant que ce seraient les membres de la guilde qui accomplissaient normalement ces tâches en ville. Karina répondit sèchement, disant qu'elle faisait simplement son travail nocturne de maintien de l'ordre, tout en se dirigeant vers un café proche. Après avoir vu Jin mettre à terre plusieurs élèves forts de l'académie comme s'il ne s'agissait de rien, Karina commença à penser que les soupçons du capitaine concernant cet humain inférieur pouvaient réellement être fondés. Elle essaya de s'excuser, demandant à Jin d'éviter de se mettre à nouveau dans les ennuis, mais Jin ne se laissa pas faire et profita de l'occasion pour l'inviter à rencontrer le capitaine Argos. Quand elle parvint enfin à discuter avec le capitaine Argos de la 7e division, elle alla droit au but, demandant à être engagée, rappelant à Argos qu'elle avait déjà proposé son aide auparavant. Argos, en questionnant au sujet des enfants qui l'accompagnaient, Jin expliqua qu'elle avait affronté les bandits que cherchait Argos et les avait déjà capturés avant de les remettre à la guilde. Le capitaine avait du mal à croire que quelqu'un qui semblait si humble pouvait faire tout cela si rapidement. Jim en profita pour dire qu'il avait amené Nino et sa grande sœur, car il n'avait personne à qui parler et était méprisé pour être considéré comme d'une espèce inférieure. Avec cela, il questionna le capitaine s'il pouvait leur trouver un emploi. Le capitaine Argos rappela à Jin qu'il n'avait aucune obligation envers les enfants. Mais Jin a argumenté qu'il assumerait la responsabilité pour elle, étant donné que c'est lui qui l'a sauvée. Argos trouva cette logique intéressante, tandis que les enfants regardaient leur sauveur avec des yeux brillants d'espoir. Le capitaine eut alors une idée et décida d'utiliser les enfants comme un atout. Il dit à Jin que les enfants pourraient rester chez lui et y travailler, à condition que Jin accepte d'enseigner à l'académie. Jin accepta sur le champ, et bientôt les enfants étaient vêtus de robes de domestiques. Wari remercia sincèrement le capitaine, tandis qu'il instruisait ses servantes à bien les éduquer et à s'assurer qu'il n'y ait aucune discrimination. Pendant que Jin s'éloignait, Argos se demandait quel genre de travail impliquait d'être instructeur. Argos dit que, même s'il ne savait pas d'où exactement Jin venait, ses instincts lui disaient que le jeune homme était fiable. Il passa alors à un ton sérieux et raconta à Jin qu'il voulait qu'il s'infiltre à l'académie Harness. Jim devint sérieux et demanda une explication adéquate. Et Argos commença à décrire la lutte de pouvoir qui se déroulait dans la capitale. Il expliqua que plusieurs factions étaient en guerre froide silencieuse pour le trône, alors que le roi était gravement malade et pourrait partir à tout moment. Il expliqua qu'en dehors du conflit de succession habituel, il y avait des personnes sans droit légitime au trône qui rêvaient de prendre le pouvoir. Ces gars-là étaient dangereux et utilisaient même ce qu'ils appelaient des corruptions comme armes dans leurs plans. Jin se souvint de Lord Chapman et réalisa qu'il pourrait y avoir des problèmes encore plus graves à l'affût.
Le capitaine souhaitait exposer ses menaces et découvrir leur base secrète, et son instinct le poussait à se méfier que l'Académie Arnès serait l'épicentre. Argos frappa alors à la porte et présenta Jin à sa sœur cadette, Myria. Houton expliqua qu'elle était à l'Académie et serait son guide. Myria, avec sa langue acérée, insista pour traiter Jin d'inférieur, tout comme Karina l'avait fait auparavant. Le capitaine essaya immédiatement de la faire taire. « Tu te rappelles que parler ainsi était impoli. » Mais de manière insistante, Myria continue son laïus, affirmant qu'il est tout simplement inacceptable de confier une tâche aussi cruciale à quelqu'un qu'elle considère comme inférieur. Jin, ne laissant pas passer, souligne la grossièreté de Myria, ce qui fait rougir le capitaine et le pousse à s'excuser pour le comportement de sa sœur. Dans cette atmosphère tendue, Karina fait un pas en avant et chuchote à Jin, expliquant que, bien que Myria soit assez talentueuse, elle éprouve une aversion profonde pour ceux qu'elle considère d'une lignée inférieure. Maria, quant à elle, ne peut s'empêcher d'attaquer verbalement Jin, affirmant qu'il n'est pas digne du poste d'instructeur. Pour aggraver les choses, elle commente de manière désinvolte que son gardien peine à lire. Avec tout cela, dans un revirement inattendu, il trouve également un moyen de chanter les louanges de la force et de la capacité de Jin. Cet éloge pousse Karina à faire le lien, se souvenant que c'était Myria elle-même qui avait encouragé les élèves de l'académie à attaquer Argos auparavant. Le capitaine, réalisant à quel point la situation était mauvaise, s'excuse à plusieurs reprises, promettant qu'il disciplinera Myria de manière appropriée. Jim, changeant de sujet, demande à Argos ce qu'il devra exactement enseigner à l'académie. Argos répond qu'en regardant les compétences de Jim, il semble très habile dans les arts spirituels et par conséquent, il pense que Jim serait l'instructeur idéal pour enseigner les fondamentaux. Il énumère les 4 arts spirituels essentiels, l'ignition, la décharge, le gel et la guérison, soulignant que la maîtrise de 2 d'entre eux est déjà une grande réalisation. En entendant cela, Jin constate que l'ancien chef de bande était en réalité assez talentueux, étant donné que la technique qu'il avait utilisée compterait comme un art spécial dans cette académie. Un sourire serein apparaît sur le visage de Jin, qui décide qu'il est temps de renverser la vision des habitants de cette époque sur les pouvoirs spéciaux. Et ainsi, le récit fait un bond dans le temps, une semaine plus tard, lorsque le grand jour de l'examen d'admission de Hakama à l'académie arrive enfin. Argos entre à l'académie avec Jin. Puisqu'il veut qu'il prenne le rôle d'instructeur cette année, chaque année une division de l'ordre des chevaliers doit attendre son tour. Cette année, c'est la 7e division qui est concernée. Tandis que Jim avance silencieusement derrière eux, un homme gros nommé Rudman ne cesse de lancer des regards curieux en direction de Jim. Ils finissent par arriver au bureau de la directrice, où Argos salue respectueusement la directrice en apercevant son ancien élève briller au sein de l'ordre des chevaliers. Il sourit. Cependant, l'ambiance devient tendue lorsqu'elle évoque les conflits entre factions qui se déroulent dans le pays, et commence à critiquer Jin, disant au capitaine qu'il ne devrait pas prendre l'académie si à la légère au point de permettre à une espèce inférieure d'occuper une position aussi importante. Le capitaine réplique fermement que Jin est plus qu'à la hauteur dans sa division. Lord Guida, un rat maigre, réalise que la directrice commence à approuver l'idée de Jin comme instructeur et s'empresse de s'y opposer, attaquant le pauvre humain avec des insultes et arguant qu'ils ne peuvent pas permettre à un humain inférieur d'occuper un tel poste. Le directeur consulte Lord Rudman et lui demande son avis sur le protestation. L'homme gros acquiesce à la préoccupation, mais peu après, il exprime son propre doute pratique concernant le recul que pourraient subir tant les élèves que les professeurs. Alors, la directrice se joint également à la protestation, admettant qu'elle partage la même inquiétude. Jim, réalisant qu'il parle de lui comme s'il n'était pas là, décide de se manifester. Il s'approche respectueusement et, avec de bonnes manières, se présente montrant qu'il peut rester calme même face aux railleries. En voyant les messieurs, il leur demande directement si ce qui est en jeu est le fait de paraître comme une espèce inférieure ou s'il croit vraiment qu'il n'a pas les compétences nécessaires pour la fonction. La directrice, avec un sourire, répond que sa seule préoccupation est de savoir s'il a vraiment les compétences requises pour assumer ce poste, demandant s'il pourrait le prouver. Argos suggère que la directrice elle-même teste ses compétences et elle acquiesce, organisant un combat. Simulé dans le champ d'entraînement des arts spirituels de l'académie, Arnès, le rusé Lord Gita s'avance pour affronter Jin, riant et disant qu'au moins le jeune homme ne devrait pas avoir trop de honte, puisque aujourd'hui il y avait peu d'élèves autour. Les règles sont présentées par la directrice, qui clarifie que les deux ne pourront se battre qu'en utilisant des arts spirituels, précisant que c'est ce qu'elle attend du nouveau professeur qu'elle a embauché à l'académie. Certains élèves se rassemblent pour assister au face-à-face, y compris Myria, qui est radieuse, car c'est la première fois qu'elle voit le rat rusé s'engager dans un combat. Jim, quant à lui, anticipe déjà le résultat, mais laisse échapper un léger soupir, permettant à l'académie de voir son potentiel. Pendant ce temps, Argo se sent anxieux, car c'est la première fois qu'il voit Dean se battre officiellement, et il craint qu'il ne finisse par le ridiculiser devant tout le monde. Lord Gita, de son côté,
peut à peine contenir son excitation, souhaitant que le combat se termine rapidement, remettant Ginny à sa place. Il déclare rapidement qu'il attaquera en premier et lance bientôt une grande boule de feu, pensant que cela suffirait à mettre Ginny hors de combat d'un seul coup. Jin, de manière calme, évite l'attaque avec aisance, tandis que le rat maigre reste convaincu qu'il gagnera le duel et prouvera que le capitaine avait tort sur son jugement. Passant à l'action, Lord Gita utilise son attaque spéciale appelée lance-éclair, tandis que Jin continue à esquiver chaque coup, épuisant lentement la patience de l'adversaire. Le rat maigre croit que Jin ne fait que fuir ses attaques, mais le protagoniste réfléchit à ce type de pouvoir qui ne devrait jamais être utilisé contre des êtres humains. Cependant, voyant qu'il n'y a pas d'échappatoire, il décide de démontrer ses compétences et présente un art spirituel de manipulation gravitationnelle, obligeant Lord Gita à genoux sur le sol, montrant clairement qu'il n'a jamais eu aucune chance et que son arrogance ne signifiait rien. À la fin, tant la directrice que Lord Rudman sont stupéfaits par la démonstration qu'ils viennent de témoigner. Même Argo et Myria regardent, bouche bée, ayant été témoins d'une démonstration de pouvoir qu'ils n'auraient jamais imaginé voir. Lorsque interrogé sur ce qui s'était exactement passé, Jin explique, serein, qu'il a simplement manipulé la gravité autour de Lord Gita. En entendant qu'il n'avait jamais été témoin de quelque chose de ce genre auparavant, Jin sourit discrètement, conscient de l'énorme potentiel d'enseignement, non seulement pour les élèves, mais aussi pour les instructeurs de l'académie. Pendant ce temps, Lord Gita, frustré et encore étendu sur le sol, exprime toute son indignation, semblant complètement vaincu. Dans un acte de compassion, notre héros décide de libérer la pression gravitationnelle qui le maintenait prisonnier. Ensuite, rien moins qu'irrité, dans un effondrement émotionnel, il crie qu'une technique spirituelle comme celle-ci ne devrait même pas exister. Le vieux, plein de mépris, commence à crier que l'inférieur doit utiliser une sorte de triche. Pendant ce temps, notre garçon, solide comme un roc, supporte les insultes qui volent comme des pierres, le vieux lui hurlant au visage comme une véritable carène. En observant cette scène, la directrice réfléchit et prend la décision avec la tranquillité de celle qui sait ce qu'elle fait. Les élèves autour restent bouche bée, pris de curiosité. Et voilà Myria, la plus intriguée, qui ne parvient pas à comprendre comment l'inférieur est capable de contrôler un tel pouvoir divin. Normalement, ceux qui sont considérés comme inférieurs possèdent à peine un peu de pouvoir, soulevant un tas de questions. Sa curiosité ne fait qu'augmenter. Elle est déterminée à découvrir qui est vraiment Jin. Puis la scène coupe et entre dans la cérémonie de bienvenue une semaine plus tard. Le directeur élève la voix et annonce que l'Académie Harness a été créée pour façonner des guerriers capables d'éliminer les menaces extérieures. Il dit clairement que ceux qui ne peuvent pas suivre n'ont pas leur place ici. Mais pour ceux qui réussissent, l'avenir est radieux, rempli de statuts et d'influence. D'en haut, certains des 1000 humains proches des médias sont surpris par le nombre de nouveaux venus qui se pressent. Et le plus fou, c'est que beaucoup d'entre eux ne viennent pas de familles nobles. Un demi-humain lion nommé Rias fait une approche décontractée avec Myria, mentionnant que sa présence à la cérémonie est quelque chose d'inattendu. Pendant leur conversation, il remarque l'inférieur assis là à côté du corps professoral et faillit s'étouffer de surprise. Alors Myria fait un bruit soudain et révèle que l'inférieur est en réalité leur nouveau professeur. Elle demande même à Rias de jeter un œil et de donner ses premières impressions basées uniquement sur l'apparence. Le lion, étant honnête, décrit le gars comme quelqu'un de commun, sans femme et sans vie. Et Myria, pour sa part, admet qu'elle a eu une pensée similaire au début. Au milieu de tant de regards, Jin se rend vite compte qu'il ne peut pas attirer trop l'attention. Surtout le jour de son premier cours. Il doit changer cette image d'un inférieur sans valeur en quelque chose de plus neutre et moins menaçant. Après tout, il semblait y avoir une cible bien dessinée dans son dos. Une fois la cérémonie terminée, il est temps pour sa grande première, le premier cours. Pendant ce temps, Monsieur Gita convoque les élèves de la dernière année et annonce le retour des activités régulières. Il prévient, sans détour, qu'ils ne peuvent pas se laisser distancer, surtout maintenant que de nouveaux talents brillants les ont rejoints. Cependant, le vieux sourit intérieurement, conscient que beaucoup d'entre eux préféreraient éprouver de la honte que d'assister à un cours avec l'inférieur. Le gros s'est même chargé de répandre que la conférence d'aujourd'hui serait dirigée par Jin, mais étonnamment, notre professeur semble calme face à la situation. Il se présente avec confiance au pupitre en tant que nouveau formateur de techniques spirituelles. Rias, sans filtre, demande s'il a vraiment la capacité d'enseigner à la classe la plus élitiste de l'académie. Le garçon, avec un sourire calme, répond que bientôt tout le monde découvrira. Il ajoute à Rias que, si le cours ne lui plaît pas, il peut partir à tout moment. Et il établit une règle dès le départ, ne jamais utiliser de pouvoir divin contre les humains en aucune circonstance. Pour justifier cela,
il explique que le pouvoir divin sert à neutraliser les capacités de régénération des inhibiteurs. Mais les humains se rétablissent normalement, donc son véritable objectif a toujours été d'éliminer les envahisseurs. En entendant cela, un bavard au fond commence à l'attaquer avec des insultes, le traitant de lâche, prétendant qu'il n'a pas de pouvoir divin. Le garçon insiste sur le fait qu'il peut utiliser sa force comme bon lui semble. Un groupe de personnes profite de la situation et l'invite à tester s'il est vraiment aussi faible qu'il l'affirme. Juste là, en classe, le gamin, tout confiant, déclare qu'il ne reviendra plus dans cette classe si le professeur au moins l'effleure. Alors, profitant de l'occasion, il forme une lance d'éclairs chargée d'énergie. Monsieur Guita a le cœur serré, pensant que la salle de classe pourrait ne pas survivre à une attaque aussi irresponsable. Sans réfléchir 2 fois, l'élève lance la lance dans la direction de Jin, soulevant un nuage de poussière dans les airs. Tout le monde pense que l'inférieur a été anéanti. Mais alors, une lame émerge du nuage et se heurte au mur derrière lui, frôlant presque la tête du mauvais élève. Et Jim, tranquillement, affirme que l'épée aurait pu le frapper pour de vrai si cela avait été l'intention. Et ainsi il livre sa première leçon de semestre. Ne juge jamais quelqu'un sur son apparence. Riaz observe tout cela en silence, se demandant si cette technique se qualifie vraiment comme une art spirituelle. Jim garde la conversation légère, expliquant que les inférieurs sont étiquetés comme faibles, et se demandant comment lui, étant clairement supérieur à cela, devrait être appelé. Son aura atteint son apogée alors qu'il répond à sa propre question, qu'il est ce qu'on appelle un professeur. Et enfin, il demande au même garçon s'il sait quels sont les critères nécessaires pour activer les arts spirituels, agissant comme si c'était une connaissance commune. L'élève, sans réfléchir 2 fois, lâche que tout se résumerait à une imagination bien vécue. Si vous pouvez visualiser quelque chose avec clarté, les esprits vont le faire arriver. Le professeur Jin hocha la tête, en convenant que l'imagination est, en effet, un élément important, mais il insista sur un détail crucial que tout le monde ignorait. Il expliqua que les esprits réagissent à différentes fréquences, qui sont en réalité les déclencheurs de leurs actions. Il y a 8 fréquences principales, parmi elles, ignition, décharge, guérison et congélation, qui sont les 4 plus courantes que tout le monde connaît. Cependant, il existe également des contrôles sur la gravité, la lumière, l'atmosphère et la manipulation spatiale. Un gars Zigita faillit s'étouffer en voyant le garçon utiliser tous les 8 pouvoirs si naturellement. Avec cette révélation fracassante, le garçon commença enfin son premier cours sérieux. Cette même nuit, il réfléchit à par où commencer sa quête des secrets de l'académie. Le campus regorgeait d'étudiants de tous côtés. Après la présentation, il devint le centre des conversations. Le potin tournait tous autour de lui. S'il voulait des réponses, il faudrait qu'il accède à un endroit où la masse n'entrerait pas dans le chemin. Il tomba nez à nez avec Myria. Sans détour, elle lui demanda directement s'il admettrait qui il était vraiment. Il répondit par la question de comment il pourrait être plus que ce que tout le monde appelait inférieur. Elle admit que cela avait du sens, mais elle doutait de son histoire, étant donné qu'il maîtrisait toutes les 8 arts spirituels avec tant de facilité. Même les semi-humains ne font pas cela. Il haussait les épaules et dit que ce n'était pas si compliqué, en comparant cela à faire glisser des diapasons entre différentes fréquences. En vérité que dans la pratique, les choses étaient bien plus compliquées. Quand ils se retrouvèrent seuls, Myria répéta sa question sur qui il était vraiment. Il répondit simplement qu'il était un humain qui avait été en hibernation au-dessus du village Kodama pendant des millions d'années. Pour le provoquer, elle demanda ce qu'il avait fait avant de congeler Jin. Avec sincérité, il répondit qu'il avait été agent des forces spéciales. Les souvenirs de ces jours étaient aussi vifs que s'ils dataient de quelques années seulement. Curieuse, elle insista. Pourquoi quelqu'un qui a combattu pour sa nation était scellé dans un sommeil éternel? Il s'attrista en répondant qu'il avait échoué dans sa mission. Il croyait vraiment qu'il pourrait sauver tout le monde par effort, mais il avait finalement échoué et perdu tout. Il révéla aussi qu'il n'avait pas choisi d'être professeur par hasard. Il avait besoin de l'influence de la famille. Avançant, il demanda où ils allaient. Elle le mena dans une vieille salle poussiéreuse, expliquant que c'était un espace où les instructeurs gardaient des matériaux d'enseignement. Une chouette sur l'une des étagères attira immédiatement son attention. Quelle était la véritable intention de l'avoir amené ici? Il admit qu'il enquêtait sur un espace vide à côté de cette salle de stockage. Il était trop grand pour être abandonné. Cela lui fit croire qu'il cachait quelque chose de précieux. Le professeur, sans perdre de temps, s'approcha de la chouette et la prit dans sa main. Elle observa, confuse, ne comprenant pas pourquoi il caressait un ornement poussiéreux. Dès qu'il tourna légèrement la pièce, les étagères s'ouvrirent, révélant un passage secret qui s'enfonçait davantage. Il la félicita calmement d'avoir deviné l'existence d'une salle cachée. Musilia resta paralysée, ne comprenant pas comment il avait pu déchiffrer le mécanisme si rapidement. Le professeur expliqua tranquillement qu'il avait remarqué que la chouette était le seul objet propre parmi la poussière accumulée.
Il lui demanda alors de rester en arrière pendant qu'il explorait la chambre suspecte par lui-même. Surprise, Musilia fit clairement savoir qu'elle allait l'accompagner. Il lui rappela que là-dedans, il pourrait y avoir un dangereux intrus, ce qui l'empêcherait de la protéger. Elle assura qu'elle était d'un niveau bien supérieur à celui des autres de la classe. Seul son frère peut-être la dépassant. En entendant cela, il décida de lui accorder du crédit. Musilia admira en silence à quel point il était facile de manipuler la lumière dans l'obscurité totale. Salvini a plaisanté en disant que l'endroit ressemblait à un donjon parfait pour des monstres et des jeux d'imagination, laissant la fille perplexe face à la référence. Elle recommença à interroger sur son passé. Elle voulait savoir s'il avait déjà un suspect en tête compte tenu de sa supposée spécialité dans la chasse aux menaces. Dudi retint un rire en voyant à quelle vitesse elle avait accepté son histoire folle. Afin de lui rendre sa confiance, il révéla qu'il avait un fort pressentiment que Lord Rudman pourrait être impliqué. Juste après, elle demanda immédiatement pourquoi il en était si sûr. Le professeur Jean, avec ce regard sérieux, commença à exposer sa vision. Même si cet homme se montrait charismatique pendant les cours, il y avait quelque chose de véritablement perturbant quand il était en solitude. C'était comme si cette présence mystérieuse était de la pure malice dans les heures de silence. Ce petit gros semblait être le genre à fomenter des plans sinistres. « Tu sais, Jim » fit-il remarquer que ce comportement n'était pas du tout rare chez les personnes qui cachent leur véritable visage derrière une apparence de cordialité. De plus, il était sûr que ce professeur observait tout avec un regard extrêmement attentif, presque comme s'il était toujours en embuscade. Myria, pour sa part, avoua qu'au début, elle se méfiait de Lord Gita, mais Jim écarta rapidement cette hypothèse, affirmant qu'une personne qui n'a pas de contrôle émotionnel ne pourrait jamais orchestrer un plan aussi malveillant. À sa grande surprise, le vieux Gita pourrait même être un gars décent au fond. Un peu plus loin, en arrivant au bout de l'escalier, ils furent accueillis par une immense salle, toute poussiéreuse. Les yeux de Myria s'écarquillèrent en apercevant un colossal labyrinthe caché juste sous l'académie. Soudain, Jin s'arrêta, complètement stupéfait. Même dans ses rêves les plus fous, il n'aurait jamais pu imaginer que le laboratoire de Kagura était déguisé en un endroit comme celui-ci. Les portes, gardées par des nanomas ou comme les gens de cette époque avaient l'habitude d'appeler des esprits, convainquirent Jin qu'ils étaient vraiment là. Devant le laboratoire du scientifique, Myria, en revanche, se sentait un peu nerveuse, car même après avoir effectué plusieurs recherches, elle n'avait jamais remarqué l'existence de cette porte colossale cachée sous l'académie, et elle expliqua que n'importe qui dans la rue aurait besoin d'une clé spéciale pour ouvrir ce type d'entrée. Il se souvint que Akama avait hérité d'une clé quand ils étaient dans le village Kodama et croyait que quelqu'un là-bas devait avoir quelque chose de similaire. Cependant, il savait déjà qu'en tant que sommet de l'autorité, son accès était automatique. C'est alors qu'il tendit calmement la main et que le système de sécurité le reconnaît. La porte se déverrouilla rapidement, tandis que les portails s'ouvraient lentement. Jin se demandait si le type qui voulait renverser les gouvernants de ce pays pourrait être quelqu'un qui était déjà passé par cet endroit. Pendant ce temps, Myria était paralysée, essayant de commencer à comprendre l'idée que quelque chose d'aussi grandiose restait caché sous ses pieds tout le temps. Elle se demanda alors si Jim n'aurait vraiment pas besoin d'une clé, à quoi il répondit avec une nonchalance impressionnante que les anciens humains possédaient quelque chose de spécial à cet égard. Progressivement, Myria commença à croire que les mots de Jin pouvaient être vrais et commença à le suivre dans l'intérieur du laboratoire caché. En entrant, ils se retrouvèrent face à un tas de corrupteurs enfermés dans d'immenses cages en métal. Ce qui était le plus étrange, c'était que, pour une raison quelconque, tout semblait totalement calme, sans signe d'agitation. Jin se souvint de ces créatures que les bandits avaient capturées auparavant, qui étaient également restées silencieuses jusqu'à leur libération, mais cela l'inquiétait. Comment quelqu'un pouvait-il transporter ces monstres géants dans un espace comme celui-ci sans que personne ne s'en aperçoive? Myria admettant alors que peut-être la crainte de son frère concernant l'académie était, en réalité, correcte. Elle suggéra qu'il reste caché et attende pour tendre une embuscade à quiconque était responsable de cela, étant donné que les coupables reviendraient inévitablement. Mais De Encontro secoua la tête, disant qu'au lieu de rester en embuscade, il devait d'abord sceller l'académie et s'occuper des corrupteurs. Myria rétorqua qu'il ne pouvait pas laisser le génie derrière tout cela s'échapper, mais Jim insista sur le fait que protéger les élèves était la priorité, car si ces corrupteurs commençaient à se révolter, la sécurité de tous à l'intérieur de l'académie serait en jeu. Lorsqu'il mentionna que son frère prendrait la même décision, elle accepta enfin son raisonnement. Alors Jin exprima qu'il avait un mauvais pressentiment concernant toute la situation et que dans ces cas-là, ses instincts étaient généralement justes. Il décida d'explorer le laboratoire, demandant à Myria de retourner à la surface, et prit son frère afin que l'académie puisse être mise en état d'alerte et protéger les élèves. Après son départ, il poursuivit son chemin au fond des lieux souterrains, espérant découvrir des indices pertinents. Pendant ce temps, à la surface, le rat maigre faisait l'objet de moqueries
en raison de sa défaite face au nouveau tuteur. Lui, malgré toute sa méfiance, continuait à traiter Jin de bête inférieure, le tenant responsable de sa réputation ruinée. La directrice n'hésita donc pas à s'approcher de Lord Guida, demandant au rat d'arrêter de faire des bêtises, car les élèves manifestaient des signes d'inconfort visibles. À ce moment-là, le type fut humilié publiquement par la directrice avant d'être interrogé sur Lord Rudman, qui avait disparu depuis ce matin. La directrice n'arrivait pas à gérer son inquiétude croissante face à l'absence de l'homme gras. Alors, comme si c'était un présage, elle remarqua un nuage sombre se formant au-dessus de l'académie et se mit à penser à ce qui pourrait se passer ailleurs. Myria courait pour atteindre la sortie, mais dès qu'elle franchit la porte, elle se retrouva nez à nez avec rien de moins que Lord Rudman, le gros disparu, désormais avec un regard qui dénotait une pure malignité et manifestement en train de comploter quelque chose. De retour au laboratoire, Jin commença à inspecter un ensemble de portails rouges qui pulsaient de manière presque organique. Il se demanda si cela était vraiment vivant et si Kagura avait été le créateur de cette bizarrerie. En poussant son enquête plus loin, il trouva un cube avec un message laissé par Kagura. Avec l'injecteur de nanomachine, l'idée d'un humain ancien était que ce cube pouvait offrir des indices pour déchiffrer les complications auxquelles il faisait face. Ainsi Jin activa rapidement le cube et un hologramme de Kagura apparut, tenant un café négligé. Kagura avait prévu que Jin arriverait au laboratoire avant tout autre, précisément parce que c'était l'endroit le plus proche de son réveil. Le chercheur révéla qu'il développait là un dispositif que les humains n'avaient jamais réussi à construire, même après des centaines de millions d'années, et qu'une petite partie de l'énergie de cet appareil avait été scellée à l'intérieur de l'injecteur pour que Jin puisse l'utiliser. Il se vantait de son exploit avant de finalement révéler que l'invention merveilleuse dont il parlait était en réalité un dispositif de téléportation. Dans une explosion de choc, Jin réalisa que jamais dans sa plus folle imagination il n'aurait cru que Kagura avait la capacité de créer quelque chose d'aussi grandiose. Mais maintenant tout prenait sens. Largos avait parlé d'envahisseurs apparaissant dans la ville de nulle part. Une alarme retentit dans son esprit. Après tout, quiconque contrôlait ce dispositif pourrait être derrière tout ce plan, surtout en considérant l'énorme collection de monstres gardés là en dessous. C'est alors qu'il remarqua un détail qui lui sembla étrange dans le message laissé par le scientifique fou. Un dispositif de téléportation original était d'une couleur bleu pur. Si cela est vrai, qu'est donc cet appareil rouge qui est juste devant lui? Lorsque l'horloge sonne midi, le dispositif bourdonne et s'active comme un insecte enflammé. Jin se prépare, se préparant pour le cauchemar qui s'annonce, mais au lieu de cela, tous les envahisseurs dans les cages disparaissent dans l'air au même moment. À la surface, Agos et les Chevaliers Saints réalisèrent rapidement que leur pire hallucination devenait réalité. Des centaines d'envahisseurs tombent du ciel autour de la capitale comme s'ils étaient tombés d'une partie de tout le monde contre tout le monde. Là un bus tuegu, 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 là un bus tuegu. Myria répond, froide comme un serpent. Éloigne-toi, à moins que tu ne veuilles te faire botter les fesses. Lord Rodman avoue qu'il soupçonnait déjà que la fille avait des vues sur lui. Malheureusement pour elle, le décalage a été trop tardif. Lorsque Myria exige de savoir ce qu'il veut dire, il déclare, avec une sinistre certitude, que le jour du jugement est enfin arrivé. Le chauve soupire et révèle qu'il pensait à retarder la fête. Mais ces deux fouineurs dans le laboratoire ne lui ont pas laissé de répit. Il a réalisé que le véritable danger dans son plan était Jin, tout en lui criant que le nouveau professeur serait une énorme migraine, tout comme le frère de Myria. Il n'a même pas besoin de demander. Il sait déjà que c'est Jin qui a trouvé le passage secret. Fatigué de perdre du temps à parler, il décide qu'il vaut mieux éliminer tous les témoins ici même. Myria rit presque à l'idée qu'il pense pouvoir la vaincre. Un sourire démoniaque apparaît sur le visage de Rodman pendant qu'il se vante du pouvoir absurde qu'il a accumulé. Ce qu'il ne sait pas, c'est qu'une petite fille s'approche de lui, portant un pot plus grand que sa propre tête. Myria observe, nerveuse déchirée entre la préoccupation pour la fille et le doute sur la possibilité que cette folle stratégie fonctionne. Sans réfléchir à deux fois, le lit tangue et tout ce qu'elle réussit à faire, c'est s'écraser sur la tête du gros bâtard. Myria est choquée et demande comment elle s'est retrouvée dans ce repère. Le lit répond rapidement qu'il est venu chercher Jim. Le chaos est insensé dehors et il n'est pas possible de sauver tout le monde sans son gardien. En traversant le chemin, elle a rencontré un autre élève, Kedo. La fille a commenté que le professeur était entré dans le dépôt il n'y a pas longtemps. La nouvelle élève se sent un peu coupable d'avoir mis un professeur KO, mais le lit affirme que le gars a mérité chaque morceau. De plus, comme il ne les a jamais vus de face, elle pourrait facilement mettre la faute sur la princesse blonde. Si le plan dérape et, à cet instant précis, Jin arrive au sommet des escaliers, il demande ce qui se passe juste pour voir un petit cochon allongé sur le sol, comme un fils de sa mère jeté sur le lit. Rapidement, il le ramène à la réalité,
annonçant que la ville dehors est en complet désordre. Il n'est même pas surpris car il savait déjà que les envahisseurs du laboratoire ne pouvaient être allés qu'à un seul endroit. Myria devient pâle en saisissant la véritable situation et les trois filent à l'extérieur sans perdre une seconde. Le feu consume la ville, presque la moitié est en ruine. Les citoyens, emplis de terreur, se dispersent sans savoir où aller, tandis que l'enfer se déchaîne avec toutes les créatures envahissantes. Un monstre qui ressemble à un géant Vilgax brille comme le plus fort parmi tous. Voir sa maison aimée se réduire à cet état laisse Myria complètement sans voix. Pendant ce temps, Jin ressent le poids de l'échec serrer sa poitrine, pensant qu'il aurait dû détruire le dispositif lorsqu'il en avait l'occasion. Le lit lui apporte à nouveau la lucidité. Elle pointe vers le monstre colossal qui s'apprête à lancer une attaque dévastatrice directement sur le palais royal. Déterminé à corriger son erreur, Jim utilise l'injection que Kagura lui a laissée, et après l'avoir activée, il acquiert une version réduite de téléportation. Le scientifique fou avait expliqué que la nanomachine ne donne assez d'énergie que pour s'activer une fois toutes les 24 heures. De plus, la portée est limitée à une courte distance, dans le champ de vision de l'utilisateur. Mais ces limitations ne s'appliquent qu'à ceux qui sont normaux, et Jin ne fait définitivement pas partie de cette catégorie. Quelqu'un de son niveau peut se téléporter là où ses yeux se posent. Alors, sans réfléchir une seule seconde, il disparaît et réapparaît sur le chemin d'un immense faisceau laser avant que cette créature n'atteigne le palais royal.